Lubavitch, le rabbi, le mouvement et les hommes. Un feuilleton en 15 épisodes conçu et animé par Olivier Gulan avec Serge Brodovitch et Laurence Potzelver. Réalisation sonore Judith Arfi. Bonjour Serge Brodovitch. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons évoquer avec vous la diffusion du mouvement Lubavitch en France et à travers le monde et nous allons tenter d'expliquer les succès de ce mouvement, ses réussites. Effectivement, le mouvement Lubavitch a connu un certain succès, c'est probablement la raison de cette série d'émissions. Un certain succès, y compris, on le sait, dans le monde séfarade. Dans le monde séfarade, et peut-être, il faut dire, non seulement y compris, mais peut-être essentiellement, parce que c'est peut-être par là qu'il a commencé. Comme vous le savez, le rabbi précédent déjà de Lubavitch avait lancé cette idée qu'il fallait instituer des institutions donc éducatives en Afrique du Nord, notamment au Maroc. Il y avait à ça de bonnes raisons. Le judaïsme séfarade a été très longtemps florissant. Il s'est trouvé que sous une certaine influence, qui est l'influence de la culture occidentale, et le dépérissement en quelque sorte des valeurs juives qui affectaient d'une façon générale à l'après-guerre un peu toutes les communautés, il s'est trouvé que le judaïsme séfarade avait besoin d'une certaine bouffée d'oxygène, et c'est la raison pour laquelle le rabbi précédent a fait installer, et par la suite le rabbi a poursuivi avec d'autant plus de vigueur certaines institutions, notamment au Maroc et en Tunisie. Oui, d'ailleurs, je note que les premières institutions juives au Maroc datent de, donc Lubavitch au Maroc, date de 1951. C'est l'année même de l'accession au trône, entre guillemets, du rabbi actuel. Oui, je répète les guillemets, effectivement, je les souligne. Effectivement, c'est cette époque-là. En fait, des jalons avaient été posés à l'avance déjà. Enfin, il y avait déjà eu quelques tentatives. Il faut quand même pas oublier non plus, et ça, il faut le remarquer, qu'il y avait déjà d'autres institutions qui, dans d'autres domaines, pas nécessairement religieux, avaient déjà prospéré, comme tout ce qui sont les écoles de l'Alliance israélite, universelle, qui ont fait un travail assez considérable. Le travail Lubavitch était un petit peu différent dans la mesure où il consistait à ramener les gens effectivement à la pratique des mitzvot. Alors avec Laurence Potzelver qui est sociologue et qui sera la prochaine intervenante de ce feuilleton à partir du 13e épisode, nous en sommes au 11e je le rappelle, nous allons essayer de comprendre sur le plan sociologique comment cette communauté, comment ces séfarades très nombreux, ces Marocains, Algériens, Tunisiens, ont pu s'intéresser au mouvement Lubavitch et finalement devenir eux-mêmes Lubavitch. Ce sont souvent des Baalei Teshuvah, des gens qui n'étaient pas religieux au départ et qui sont devenus Lubavitch. Mais j'aimerais avoir, Serge Brodovitch, votre point de vue, je dirais, différent, votre point de vue de l'intérieur. Comment vous expliquez ce succès, notamment au Maroc? Bon, au Maroc, je veux dire, le Maroc n'est pas véritablement différent de tous les autres pays du judaïsme séfarade. Il s'est trouvé que il y a eu, je dirais pas, j'emploierai pas ce poncif qui est le conflit des générations. Il s'est trouvé que, étant donné les événements historiques, les parents, l'ancienne génération, a dû émigrer en France. Les séfaradim ont en quelque sorte quitté leur pays, leur berceau d'origine, le foyer de leur tradition et de leur vécu d'une façon assez rapide. Ils se sont trouvés dans un milieu occidental où il n'y avait quasiment plus trace de ce judaïsme qu'ils avaient connu, de ce berceau juif. Ils se sont retrouvés dans un creuset qui était profondément affecté par les séquelles de la Seconde Guerre mondiale, non seulement sur le plan physique parce qu'il y a eu des dévastations, mais aussi sur le plan moral parce que la conscience juive a été profondément déstabilisée à ce moment-là, et elle l'est probablement toujours à cause de ça. Et le fait est que les parents ont su, en quelque sorte, recréer un peu l'atmosphère qui avait été la leur à l'époque en Afrique du Nord, mais que les enfants, eux, ont mal vécu ce transfert parce qu'ils étaient en porte-à-faux avec des nouvelles valeurs
et qu'il fallait trouver une sorte de stabilisation, il fallait trouver une sorte de compromis, et le compromis était difficile à trouver. Bien, donc si je comprends bien, les Lubavitch se sont trouvés au bon moment, au bon endroit, à la bonne époque, mais tout de même, ce mouvement Lubavitch, c'est un mouvement ashkénaze. Les leaders de ce mouvement, les militants Lubavitch parlaient yiddish pour la plupart à l'époque, peut-être un peu moins aujourd'hui. Comment est-ce qu'une telle adéquation a pu se faire? L'adéquation s'est faite progressivement. Et quelle a été l'attitude de ces militants Lubavitch? L'attitude, en fait, il faut dire qu'il n'y en avait qu'une poignée, et que je dois dire même à mon corps défendant que beaucoup de Lubavitch ne croyaient pas vraiment que tout ça serait possible. Le rabbi lui-même avait demandé à un de ses plus éminents délégués si on pouvait un jour imaginer instituer en France un mouvement jeune, dynamique, orthodoxe, et quelqu'un lui avait dit il faut oublier. Et c'est une personne qui a, en quelque sorte, une ou deux personnes qui ont en France relevé le défi et qui peu à peu ont réuni des cercles d'études qui comportaient un éventail, toute une palette de populations, si on peut dire. Il y avait des gens de tous les milieux sociaux, culturels, il y avait des gens de faculté, il y avait des lycéens, il y avait des ouvriers. Et puis, il y a quelque chose ici de particulier au mouvement Lubavitch et qui probablement explique son succès, c'est quand même le profond dévouement de ses membres. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas là pour vendre quelque chose et être payés au quota, mais ils étaient là parce qu'ils transmettaient quelque chose dont ils avaient véritablement la conviction et parce qu'ils étaient véritablement, sincèrement intéressés à convaincre l'autre du bien de la chose, du bien fondé de la chose, parce qu'eux-mêmes en vivaient le bien fondé. Et si je comprends bien, contrairement à d'autres, eh bien, visiblement, ils n'avaient aucun mépris, et ils n'affichaient aucune condescendance pour ces juifs non, certainement. Du Maghreb. Ça, certainement pas. Et en plus, il y avait aussi il y avait le fait qu'ils étaient en quelque sorte sous la houlette, si je peux me permettre, du rabbi, qui demande d'abord un dévouement inaltérable, et ensuite parce que la profession de foi du rabbi a toujours été d'être ouvert vers les juifs qui n'ont pas encore nos notions du judaïsme, qui ne vivent pas encore nos notions du judaïsme. Pour le rabbi et pour la chassidoute en général, le fait qu'un juif ne soit pas religieux n'altère en rien la dimension de son identité juive. Il n'y a pas de quantification du judaïsme pour la chassidoute et d'une façon générale pour la Torah. Qu'est-ce qui a poussé le rabbi à considérer le Maghreb, le Maroc, dans les années 50, comme entre guillemets encore, et pardonnez-moi Serge Brodovitch, comme une terre de mission en quelque sorte? Probablement parce que c'était, à son avis, le domaine juif géographique qui était probablement le plus en danger d'assimilation, pour employer un mot un peu. Et probablement que c'était là qu'il fallait peut-être mettre le point focal de la diffusion du judaïsme. Il faut quand même savoir que les Sfaradim ont toujours été une élite dans le domaine de la mystique. La mystique, avant que le chassidisme arrive en Europe centrale, les Séfaradim en étaient habités de façon multiséculaire. Et pendant que le chassidisme s'installait en Europe centrale, eh bien, la culture française et occidentale s'installait, elle, en Afrique du Nord et dans les pays séfaradim, et par conséquent il y avait là un grand danger, et je pense qu'il fallait relever le défi d'éviter que ces communautés-là soient happées par cette culture qui est parfois dans certains aspects antagoniste au judaïsme religieux. Alors je voudrais que vous nous disiez maintenant comment les choses se passent concrètement aujourd'hui, comment elles se sont passées, disons, depuis une vingtaine d'années en France? Bien, je vous dirais, Olivier, qu'il n'y a pas de recette pour faire un bal tchouva, parce que la tchouva, c'est un processus très... D'abord, une question immédiatement. Combien y a-t-il parmi les Lubavitch? Quelle est la proportion aujourd'hui en France? Quelle est la proportion de bal tchouva? De bal tchouva, probablement un certain nombre, je dirais même probablement 80-85%. Une grosse majorité. Une grosse majorité, effectivement. Il est bien évident aussi, et là il y a un problème délicat sur lequel il ne faudra pas trop s'étendre, c'est que les chassidim, je le dirais entre guillemets, apportent un plus dans la mesure où ils n'apportent pas seulement le judaïsme traditionnel dans la pratique des mitzvot quotidiennes, ils apportent avec eux le chassidisme, la chassidoute. L'étude de la chassidoute, comme vous le savez depuis les anciens temps, on l'a évoqué dans les précédents volets, a toujours fait l'objet de la part de certaines communautés d'un grand antagonisme qui considèrent qu'on n'a pas besoin d'être un chassid pour être un bon juif. Et effectivement, dans ce domaine-là, je crois qu'il y a un certain antagonisme qui se fait et qui fait que certaines communautés ne veulent pas être sensibles à ce domaine-là.
en ignorant que justement le fait que les ballets de Chouva aient été si nombreux chez Lubavitch, c'est justement parce que ce plus-là, cette Rassidoute, venait faire vibrer en eux une certaine étincelle qui était peut-être enfouie au sein de méandres créés par la culture environnante dans laquelle ils étaient. Bon, mais comment, encore une fois, comment les choses se sont passées concrètement? Parce qu'aujourd'hui, quand on se balade dans les rues, à l'époque de Hanouka, on voit ces grandes affiches des Lubavitch. Quand on se balade dans certains quartiers, on voit les fameux cars de la Torah ou ces bus. Oui. On voit également ces Lubavitch qui incitent le public ou les passants à mettre leur tefilin. Bon, ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Les choses se sont développées. Le fait que ça n'a pas toujours été comme ça montre pas que ça ne devait pas être comme ça. Je m'explique. Il y a deux aspects à la tchouva. Bon, il y a la tchouva qu'on fait parce que une fois, à une certaine occasion, et ça, chez chaque personne, c'est encore différent, on est un peu sensibilisé par une chose qui nous fait vibrer, qui nous rappelle quelque chose. Et puis la tchouva, ce n'est pas seulement ça. On ne fait pas seulement tchouva parce qu'un jour on a mis les tefilines. Il y a tout un processus à suivre qui fait qu'on se met à étudier, qu'on se met progressivement à vivre ce que le judaïsme demande de vivre, à savoir le Shabbat, la cacheroute, et à ajouter une nouvelle dimension dans la vie. Et là, je pense qu'il y a aussi un aspect à évoquer, c'est que la différence entre une personne qui a fait tchouva et une personne qui n'a pas fait tchouva, elle est assez simple, on peut la schématiser de cette façon. La tchouva apporte une dimension à la vie juive dans la mesure où elle donne une continuité à la vie juive. On peut parfaitement vivre son identité juive, mais de façon culturelle et de façon espacée, c'est-à-dire aller à des colloques, vivre les événements qui agitent Israël, vivre tous les événements de la communauté juive. La Torah, lorsqu'on pratique les mitzvot, ça donne une espèce de trame très serrée de la vie juive. On est juif du matin au soir. Il n'y a pas un moment où on s'empêche d'être juif parce qu'on est à la faculté, au bureau ou quand on va au charbon. Je veux dire, c'est probablement le plus que donne la tchouva et le fait d'accomplir les mitzvot chaque jour. Et c'est probablement ça, l'environnement stabilisateur, je dirais, qui fait que des gens viennent à la tchouva. C'est pas seulement de mettre une fois les tefilines, c'est pas seulement d'aller une fois un coup, c'est tout un processus qui fait qu'on intègre une somme de valeurs dans sa vie. Non, mais je voudrais tout de même que vous nous expliquiez comment le mouvement Lubavitch en France est organisé pour favoriser cette échouva. On va en parler après une pause musicale.
Alors Serge Brodovitch, qu'est-ce qui a surtout favorisé, je dirais sur le plan de l'organisation, sur le plan institutionnel, qu'est-ce qui a favorisé ce mouvement de Teshuva, ce mouvement de masse, puisque vous le disiez tout à l'heure, 80% environ des Lubavitch qui sont aujourd'hui Lubavitch n'étaient même pas religieux il y a 15 ou 20 ans. Oui, alors encore une fois, il n'y a pas de véritable recette, et le mouvement Lubavitch, contrairement à divers autres mouvements, n'est pas un mouvement qui connaît une structure hiérarchique uniforme, à savoir des cellules de propagande ou des comités centraux ou toutes sortes d'échelons auxquels on fait des comptes rendus. Il se trouve que le mouvement Lubavitch est essentiellement armé par son dévouement, et il est essentiellement armé par le fait qu'il entend s'adresser à toute une palette de juifs, et parce que tous les juifs qui doivent faire teshuva n'ont pas la même mentalité, ne proviennent pas des mêmes milieux, n'ont pas la même culture, ni les mêmes conceptions. On ne peut pas s'adresser à tous de la même façon. Alors, il y a des gens qui seront très sensibles parce que le fait de faire une mitzvah un jour leur rappellera quelque chose et fera vibrer en eux une étincelle. Il y a par exemple donc ces fameux cars et puis ces gens qui demandent au public de mettre les tefilines. Ces fameux cars, dont le rabbi a dit un jour à un journaliste qui lui demandait ce que c'était que ces cars, et le rabbi lui a dit ce sont mes tanks. Mes tankistes et mes tanks, ce sont ça. En fait, plus à Dieu que tous les tanks du monde soient aussi dans le jeu. Il y a un côté folklorique. Non, il n'y a pas un côté folklorique, parce que ça n'est pas du tout folklorique. C'est sous-tendu par le fait que le retour est un processus qui s'auto-catalyse, si l'on peut dire. Parce que pour la Torah, c'est peut-être pas admis dans les milieux un peu laïques, mais pour la Torah, le fait d'accomplir des mitzvot, fait qu'on en accomplit d'autres. Ce sont les Pirkei Avot qui le disent, ce ne sont pas les Lubavitch, les premiers. C'est mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah produit un effet, un environnement favorable au fait qu'on en fasse une autre. C'est pour ça que faire une mitzvah pour un juif, c'est très important. Et le fait qu'on fasse mettre les tefilines aux gens dans la rue, c'est pas juste pour leur mettre des amulettes et pour faire un coup de marketing, c'est parce que la mitzvah profondément agit dans le juif. Est-ce qu'il n'y a pas un effet aussi inverse? Les gens voyant ces barbus, incitant les gens à mettre les tefilines, est-ce que ça n'a pas un effet un peu négatif sur certaines personnes? Je crois que ça peut avoir un effet négatif. Un effet c'est vrai. Repoussoir. Repoussoir, c'est vrai, parce que, encore une fois, ces personnes sont animées d'une certaine culture. Mais je voudrais juste vous raconter une anecdote à côté d'un certain endroit qui est très connu, qui est la rue Faubourg-Montmartre, où les gens font le pied de grue pour mettre les tefilines. Il y a peut-être probablement toujours une boîte de nuit où on rencontrait les gens la nuit de façon qui avait un aspect pour le moins coloré. Bon, une personne qui habite le quartier un jour m'a dit « Enfin, c'est scandaleux, c'est Lubavitch, c'est incroyable dans ce quartier, des gens qui présentent un tel aspect, etc. » Et je lui dis « Madame, quand vous rentrez devant chez vous à 2h du matin, que vous voyez cette faune en bas de chez vous, ça vous choque pas ?» Elle m'a dit « Bah non, ça m'a jamais choqué. » Je lui ai dit « Vos enfants, s'ils étaient comme ça vous choquerait ?» Elle me dit « Bah oui. » Alors, j'ai vu l'explication un peu de l'explication du caractère choquant de la chose. Je crois qu'on n'est pas habitué en France. Effectivement, on n'était pas habitué à ce que des gens viennent démarcher d'autres et leur dire écoutez, je viens vous apporter votre héritage, je ne l'apporte pas sous la forme dont vous le conceviez, mais il n'est pas évident non plus que pour faire tchouva à quelqu'un, il faut lui, en quelque sorte, flatter ses goûts et faire une sorte de démagogie. Est-ce que les mêmes méthodes sont utilisées dans d'autres pays, je pense en particulier aux États-Unis et à Israël? D'abord, je voudrais un peu récuser le mot méthode. Ça me paraît un peu, ça me paraît relever d'une connotation de systématisme qui ne convient pas au mouvement Lubavitch. Ce sont des mitzvot qu'on fait faire aux Juifs. Ce ne sont pas des démonstrations. Ce sont pas, ça n'a rien ça n'a aucun aspect de marketing. On fait faire aux Juifs des mitzvot. On leur donne des papiers qui leur rappellent ce que c'est que les fêtes, comment il faut les vivre. On leur rappelle un peu leur héritage. Et il y a des gens que ça fait vibrer parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mis. Il y a des gens qui se rappellent de leur bar mitzvah et qui n'ont pas mis les tefilines depuis leur bar mitzvah. Et puis il n'y a pas seulement que cet aspect, il y a un aspect aussi éducatif. Il y a des cours qui sont donnés. Il faut avouer qu'il y avait une époque où la ceinture parisienne tout autour de Paris n'était pratiquement pas animée sur le plan communautaire. Maintenant c'est florissant. Et il y avait une époque où les Lubavitch quittaient leur travail à 6h et allaient dans les banlieues donner des cours. Et des communautés entières
reprises parfois par d'autres organisations à notre époque, ont été formées parce que des gens ont rassemblé autour d'eux des cours, des cercles d'études, et que ça a prospéré et fleuri pendant des années. Aux États-Unis, en Israël, c'est la même chose? Eh bien, aux États-Unis et en Israël, les contextes sont un peu différents. Les méthodes, vous voyez, j'ai repris ce mot-là, j'étais un peu contaminé, sont un peu les mêmes, sauf que les contextes sociaux, éducatifs et sociologiques ne sont pas les mêmes. Aux États-Unis, il n'y a pas une tradition laïque comme il y en a une en France. La France est probablement très réfractaire à tout ce courant de mise de tefilin dans la rue, parce qu'il y a une tradition assez anticléricale en France, bien qu'elle soit la fille aînée de l'Église. Il y a une tradition qui fait que les rabbins sont un peu considérés comme les curés, à savoir une certaine caste de gens un petit peu à part, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, moi-même sur la 5e avenue, j'ai demandé à un Américain de mettre les tefillin, il m'a dit « I'm sorry, I'm not Jewish, but I'm very, very sorry ». Je m'excuse de ne pas être juif. Ça n'existe pas en France. En fait, il n'y a pas du tout de quoi s'excuser de ne pas être juif, mais enfin, c'est tout à fait symptomatique. En Israël, le milieu, le creuset est beaucoup plus favorable, évidemment, sauf que certaines affaires religieuses ne sont pas pour accréditer l'image de la religion en Israël, mais enfin, ça c'est un volet à part. Et en fait, chaque pays développe ses structures de façon à favoriser son développement. Comment la vie s'organise-t-elle à Kfar Chabad en Israël, donc dans ce village Lubavitch? D'abord, il n'y a que des Lubavitch? Non, il n'y a pas que des Lubavitch à Kfar Chabad. Kfar Chabad est un village donc fondé par Rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent de Lubavitch. C'est pas la première implantation juive en Israël comme on le sait. La première on rappelle où se trouve Kfar Chabad se trouve à une portée de fronte de Lod, dans l'environnement de Tel Aviv. Bon, c'est un village où il n'y a pas que des Lubavitch, c'est un village effectivement qui est en quelque sorte le bastion ou la citadelle Lubavitch en Israël. Mais encore une fois, ce n'est pas le premier pied-à-terre des Juifs du mouvement Lubavitch en Israël. Les Lubavitch ont reconnu déjà l'importance d'Israël déjà vers les années 1840-1850. Ils y ont installé des yishuvim, notamment à Hebron. Alors, je peux dire que l'arme, alors encore une fois, il faut dire que le mouvement Lubavitch n'est plus le seul sur la place. Il y a encore beaucoup d'autres mouvements qui se sont développés, mais je dois le dire quand même que c'était toujours dans le sillage du mouvement Lubavitch, parce qu'il a été quand même pionnier dans certains pays, même s'il n'est plus le seul. Et je crois que le plus qui fait que le mouvement Lubavitch a réussi, c'est essentiellement aussi les enseignements du chassidisme. Je crois qu'on ne peut pas dissocier ça, même si d'autres mouvements sans le chassidisme arrivent à faire des balais tchouva, et ça c'est encore le libre arbitre qui doit intervenir ici. Je crois que c'est indissociable des enseignements du Baal Shem Tov, de la chassidoute, du fait que cette espèce de théorie, de philosophie juive qui veut intégrer l'âme juive à tout ce que le juif côtoie à l'intérieur de lui et à l'extérieur de lui, et je crois que ça favorise énormément l'éclosion d'une vie juive dense au sein d'un juif qui s'y approche. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant, pour conclure, de ce qui se passe vraiment aujourd'hui, à notre époque, au début des années 90. Est-ce que ce mouvement de Teshuvah d'abord continue? On sait qu'il a été très fort après mai 68, dans les années 70. D'ailleurs, on y reviendra avec Laurence Potzelver. Aujourd'hui, ce mouvement de Teshuvah, me semble-t-il, est moins développé. Comment les choses se passent? Bon, vous allez finalement arriver à me faire dire ce que je voulais pas dire, Olivier. Il est bien évident que le judaïsme religieux a connu une certaine, après avoir connu une vulgarisation, ce qui était tout à fait noble, a connu ces dernières années une certaine trivialisation, et du fait d'un certain mélange d'événements politiques, sociaux et religieux, il est un fait que les mouvements qui authentiquement veulent ramener des juifs à la tchouva authentique se trouvent en butte à beaucoup d'obstacles qui sont créés par un environnement parfois défavorable, et aussi par le fait que certaines organisations parfois religieuses ou qu'ils sont moins ou traditionnelles ont un peu, je dois le dire ici, un peu dévoyé certaines valeurs, qui fait que des juifs à notre époque, et aussi sous l'influence de mouvements laïcs qui voient dans l'éclosion de la religion juive une certaine atteinte à leur liberté de conscience, ont peut-être parfois un peu repoussé, éloigné certaines communautés ou certains cercles
des mouvements qui entendent leur faire tchouva. Alors quand je dis faire tchouva, il n'y a pas de connotation de condescendance. Hein. Pour nous, un juif qui n'a pas fait tchouva n'est pas un juif mauvais, un juif honteux ou un juif moins juif que les autres. Du point de vue de la halakha, la notion de judaïsme ne se quantifie pas. C'est simplement une question de vécu. Et ça, effectivement, ça a apporté un certain coup à l'évolution de la tchouva authentique, du fait que certaines valeurs ont été trivialisées, certaines valeurs, effectivement, ont été fétichisées, et ça a provoqué une certaine levée de bouclier chez certains juifs qui ne veulent pas que, en quelque sorte, on violente leur conscience, et qui font qu'ils ont, du fait d'un certain contexte, une approche un peu altérée de ce que peut être la Torah. Et alors, dans ce cas, il faut avouer que ça heurte un peu le processus de tchouva, qui est maintenant un processus de masse, et qui est peut-être un peu moins profond que ce qu'il a été à une certaine époque, où la religion... Vous dites de masse, mais il n'est pas si répandu que ça tout de même. Je veux dire que lorsqu'il se fait, il est de masse. C'est ce que je veux dire. C'est pas de masse au sens... Vous voulez dire qu'il est rentré un peu dans les mœurs. Il est rentré un peu dans les mœurs. 70, c'était plutôt une démarche individuelle. Voilà, et il s'est un peu systématisé, ce qui fait qu'il y a moins de place pour l'individu parfois. Ça ne veut pas dire que l'enseignement de la Torah et de la Chassidoute s'est altéré. S'il est donné avec conscience, eh bien, il aura l'effet qu'il avait vu avant. Bien, Serge Brodovitch, je vous remercie. Je rappelle une nouvelle fois que nous reviendrons sur ce sujet important, intéressant, longuement avec Laurence Potzelver. La prochaine fois, 12e et dernière émission avec vous, Serge Brodovitch. Nous parlerons du mouvement Lubavitch et la politique. C'était Lubavitch, le Rabbi, le mouvement et les hommes, un feuilleton en 15 épisodes avec Serge Brodovitch et Laurence Potzelver.